Victoire de Sébastien Vettel devant Jenson Button et Fernando Alonso. Tel est le résultat du Grand Prix d'Inde 2011. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, une troisième voiture politique et un petit débrief du Grand Prix d'Inde. Vous l'avez tous lu ce matin, Bernie Ecclestone a signifié qu'il était possible à l'horizon 2013 d'avoir une troisième voiture. Bien évidemment, ce petit message était à l'adresse de la Scuderia Ferrari et de Luca Di Montezemolo. Tout de suite, on a vu McLaren, Red Bull monter au créneau, un petit peu Mercedes, mais en fait, tout ceci cache vraiment quelque chose de très important. D'abord, tout simplement, deux petits points. Le premier point, c'est tout simplement les accords Concorde, puisque ceux-ci n'ont toujours pas été signés et ça fait depuis 6 mois que ça dure. Bernie Ecclestone décide de profiter d'une opportunité. L'opportunité est souvenir, encore une fois, que la FOTA est en difficulté depuis le petit audit de Capgemini. Red Bull est en conflit avec Mercedes, conflit avec Ferrari. Bref, l'ambiance est quand même assez morose au sein de l'association des constructeurs. Bernie Ecclestone souhaite un petit peu en profiter. En profiter en faisant quoi? En utilisant l'équipe la plus prestigieuse du plateau, c'est-à-dire Ferrari. À la différence des autres années où Bernie Ecclestone avait un levier financier, avec les droits FOM, cette fois-ci, c'est plutôt pour flatter Luca Di Montezemolo. L'histoire de la troisième voiture est une vieille histoire. Ça fait déjà 3-4 ans qu'on en entend parler. Luca Di Montezemolo avait estimé que c'était le meilleur remède contre les petites équipes style Virgin, Team Lotus et HRT. Ecclestone a donc ressorti cette histoire tout simplement pour provoquer, mais aussi pour entacher et détruire la FOTA. L'argentier de la Formule 1 a tout simplement dit que la FOTA ne servait à rien. La signature de Ferrari en échange d'un accord Concorde 2013-2017, c'est aussi un petit détail qu'il ne faut pas non plus négliger. C'est l'explosion du RRA, qui est l'accord de restriction budgétaire entre les équipes. Cela fait 6 mois que cet accord signé à Singapour n'est encore qu'au point mort. À partir de là, il va se passer quelque chose de très simple, c'est que si la troisième voiture est autorisée, il va refalloir un nouvel audit et encore 6 mois de perdu et encore 6 mois de tergiversation et de conflit. Bernie Ecclestone, là, joue un aspect politique dans cette histoire de troisième voiture. Est-ce que cela se réalisera? Est-ce que cela se réalisera pas? Force est quand même de constater que cela met en cause concrètement les accords techniques que Red Bull a fait avec Team Lotus, que Williams a établi avec HRT et surtout ce que McLaren a signé avec Force India et récemment avec Marussia Virgin. Le coup de Mark Webber, nous sommes au tour numéro 38. On sent que Mark Webber entre au stand et met des pneus durs. L'objectif, c'est donc de dépasser Fernando Alonso qui était devant lui et se rapprocher théoriquement de Jenson Button, même si à ce moment-là de la course, il était quand même un petit peu loin. C'était un pari qui était très audacieux de la part de Red Bull, mais le problème c'est que l'Australien a mis plus de 6 tours à chauffer ses gommes. Un petit détail en passant, c'est que Alonso, Button et Vettel, qui ont mis au 45e tour environ leur pneumatique dure, n'ont mis que 3 tours pour les chauffer, ce qui signifie tout simplement que l'Australien a tout simplement raté sa course. On peut le dire ouvertement. Les conséquences, c'est que, quoi qu'il en soit, Webber n'a pas été très constant durant cette course, mais du départ à l'arrivée, on voit d'ailleurs sa feuille de temps où à l'avant-dernier tour, il réalise le meilleur tour en course, espérant encore prendre Ferrari coiffé sur le poteau. Un petit détail, encore une fois, c'est que Ferrari n'est pas très bonne avec les pneus durs et Ferrari a démontré qu'elle a commencé à maîtriser les pneus Pirelli à flanc argenté. Je pense que c'était un pari de Red Bull d'aller justement chercher Ferrari tout en sachant que Alonso n'allait pas tenir le rythme. Or, ça n'a pas du tout été le cas puisque Alonso a tenu jusqu'à les 1,29. Même si Webber était un peu plus rapide de 3-4 dixièmes, voire même 5 dixièmes au tour, Alonso a quand même relativement bien résisté. Hamilton, Massa, encore une fois, une collision en course. Cette fois-ci, le Brésilien a été pénalisé d'un drive-thru. À partir de là, je vais juste vous dire une petite histoire. Nous sommes dans les années 90, c'est très exactement 1992. Harvey Postlethwaite a dit, ingénieur Tyrrell et aussi directeur technique de Ferrari, a dit cette phrase-ci, que je cite. «
Ferrari m'a embauché, moi et John Barnard, pour le même poste. Ils nous ont mis dans la même pièce, pensant que nous allons nous entretuer. Finalement, moi et John nous sommes mis d'accord et nous avons travaillé ensemble pendant une année. Cette petite anecdote, elle doit tout simplement être aussi utilisée entre Lewis Hamilton et Felipe Massa. Au lieu que la FIA sanctionne, j'allais dire bêtement, entre guillemets, les pilotes, qu'elle les réunisse officiellement place Concorde, qu'elle les auditionne et qu'elle les confronte. À partir de là, les deux pilotes s'expliqueront, puisque ça fait déjà un petit moment que ça dure. Et donc à partir de là, tout sera clarifié et on n'en parlera plus. C'est le conseil que je peux donner pour la FIA, au lieu de sanctionner bêtement et que les médias enchaînent et rajoutent de l'huile sur le feu, comme on a pu d'ailleurs le voir après la course, puisqu'on a vu que Hamilton fustigeait Massa, et Massa dit que Hamilton est un pilote dangereux, etc. On ne s'en sort plus. Souvenez-vous qu'au Grand Prix du Japon, il devait y avoir à l'origine une super réunion sur Hamilton, qui est un pilote dangereux. Ça fait quand même 3, 4, presque 5 courses que ça dure. À la suite, je le précise, à un moment donné, il faut peut-être arrêter, siffler la fin de la partie. C'est à Jean Todt de le faire. Un petit point sur les transferts. Nous avons donc tous vu que Vijay Mallya a donc annoncé, patron de Force India, qu'il donnera son line-up 2012 avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est-à-dire avant les 15 jours qui viennent. Alors c'est sous un petit peu la pression du manager en fait d'Adrian Sutil. D'ailleurs, le manager d'Adrian Sutil qui quand même indique que lui, il est tout à fait confiant pour son client, mais par contre que la pression est sur Paul Di Resta. On se souvient qu'il y a 15 jours, à peu près, 10 jours, Nico Hülkenberg, l'autre pilote allemand du team Force India, avait signé son contrat. En tout cas, c'était un média et différentes sources qui l'ont avoué. On verra bien ce qu'il en sera, mais tout de même, on sent que le management de Sutil est quand même assez fébrile entre ses histoires avec Williams, le fait de vouloir rester chez Force India. On verra bien par la suite. Réponse d'ici avant 15 jours. Du côté de chez Mercedes, on a réaffirmé son engagement pour les 3 ou 4 années à venir, mais c'est surtout la petite phrase en fait dans les médias allemands de notre ami Ross Brawn qui a dit que si Michael Schumacher continuait sur sa lignée jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire continuer à terminer ou devant Rosberg ou au niveau de Rosberg, une prolongation à l'horizon 2014 ne lui poserait pas de problème. À suivre donc de ce côté-là. Du côté de chez Williams, Adam Parr est tout à fait d'accord pour que Kimi Raikkonen entre dans les murs de Grove, de l'usine de Grove, mais simplement le gros souci, c'est que pour le moment, une source anonyme et très proche haut placée chez Williams a indiqué que pour le moment, aucun contrat n'était signé, mais que les portes restaient ouvertes. Alors, ouvertes pour qui? On voit bien qu'avec Adrian Sutil, qui était un des deux premiers choix avec Romain Grosjean, commence un petit peu à se restreindre. Du côté de Romain Grosjean, on voit bien l'équipe LRGPA, donc annoncer qu'il allait devenir troisième pilote en EL1, donc essai libre 1, pour le compte de l'équipe d'Enstone. Il remplacera donc Vitaly Petrov et Bruno Senna dans cette première séance, pour montrer son potentiel destiné éventuellement à séduire Frank Williams et Adam Parr. Mais on voit bien de toute façon on voit bien que du côté d'Adam Parr, on a plus une préférence du côté de Kimi Raikkonen. Enfin, parlons de Charles Pic, l'autre Français qui a envie d'aller en Formule 1. Visiblement, on se dirige un petit peu comme Jean-Éric Vergne vers un poste de troisième pilote, mais à la différence de Jean-Éric Vergne, qui devrait être normalement troisième pilote Toro Rosso, en tout cas, bon voilà, on est encore au conditionnel, du côté de Charles Pic, il devrait payer son volant. Il y a des pistes du côté de Team Lotus, mais aussi du côté de Virgin Racing. Côté de Virgin Racing, précisons-le clairement qu'il y a beaucoup de pilotes payants qui ont mis beaucoup d'argent. On parle beaucoup de Lucas Di Grassi qui souhaite revenir en Formule 1 et qui a proposé de l'argent à Tony Fernandez, mais aussi à John Booth, le patron justement de Marussia Virgin. Donc à suivre, en tout cas ça se jouera à la mallette, simplement une mallette de 5 millions d'euros pour être titulaire, mais plus que 2 millions d'euros si on veut devenir troisième pilote. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, au crépuscule. Salut, à bientôt.